Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle rencontre, entrevue FSE avec une femme que je suis depuis plusieurs années sur les médias sociaux, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Puis je suis vraiment touchée puis excitée d'avoir un moment avec toi, Emma, un moment là j'ai dit d'entrée de jeu en vrai, mais si vrai, donc en visio ensemble. Donc, bienvenue. Tu t'appelles Emma Duval. Puis, Emma, j'aimerais que, en fait, j'ai eu l'idée de t'interviewer parce que tu as écrit un livre. Tu as lancé un livre qui parle évidemment du sujet qui me passionne, les femmes sans enfants. Puis, ton livre s'intitule Unwed and Unbothered, The Defiant Lives of Single Women Throughout History. Yes! Je suis tellement contente que tu aies choisi de parler des femmes sans enfants qui sont célibataires à travers l'histoire. Donc, premièrement, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là. Oui, donc c'est une très bonne question. Je voulais juste mentionner très rapidement que je suis très honorée d'être en discussion avec toi parce que c'est la première fois que je parle de ce livre en français. Parce que je l'ai écrit quand j'étais aux États-Unis, donc je l'ai écrit en anglais, mais je suis française. Mhm, C'est un sujet qui, comme toi, me passionne depuis des années, tout ce qui concerne les femmes sans enfants, mhm. sachant que moi, je suis ce qu'on appelle child-free, donc je suis sans enfant par choix. Euh, mais je m'intéresse à tout ce qui concerne en fait comment est-ce que la société voit les femmes qui n'ont pas d'enfants par choix, par circonstance. Et du coup, quand j'ai commencé à créer une liste, et j'ai commencé avec les noms de femmes d'histoire que je connaissais, voir si elles avaient des enfants ou pas, j'inscrivais dans la liste. Le plus j'ai lu d'histoires et de vie, le plus je rencontrais de noms. Donc, je crois que j'ai une liste à peu près 900 noms total. Ah, 500, je pense, sont célibataires environ et 900 sont sans enfants. wow. Euh, ouais, une grande liste. Et une des raisons pour laquelle je me suis concentrée sur les célibataires, c'est en fait une raison très, très pratique. C'est que c'est un statut légal. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de pouvoir vérifier si en fait elles ont été mariées ou non. Parce qu'en effet, tout n'est pas toujours sauvegardé dans l'histoire. Donc, il peut y avoir notamment, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des femmes qui j'étais convaincue n'avaient pas d'enfants, mais c'était il y a 300 ans et en fait, après quelques heures de recherche, oups, en fait, si, mais c'était juste, voilà, c'était pas mentionné dans la plupart des ouvrages. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut vraiment que ce soit factuel. Donc, on va faire non marié parce que comme ça, c'est très clair. Soit elles sont mariées, soit elles ne le sont pas. En sachant qu'évidemment, il existe des mères célibataires, donc des femmes qui n'étaient pas mariées, qui ont eu des enfants. C'est une histoire aussi très riche, que je trouve très intéressante, parce que ma mère est mère célibataire. Mais ce n'est pas mon histoire à raconter, donc je me suis concentrée sur les femmes sans enfants et essayer de comprendre, essayer de trouver, si possible, si elles avaient des raisons explicites ou qu'on pouvait peut-être un peu impliciter de leur vie, euh, qui ont influencé je vais pas dire, enfin, leur choix dans un certain sens, mais juste euh, leur vie en fait. Parce que si je dis pas choix, forcément, c'est parce que c'est pas forcément des époques, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, où il y avait le choix qu'on a au sens d'aujourd'hui. Mais justement, certaines de ces femmes avaient tellement un désir de ne pas être mariées, de ne pas devenir mères, qu'elles ont pris la seule voie qui était ouverte à elles, souvent par exemple en Europe, dans les Amériques, la religion, notamment catholique, Québec aussi. devenir nonne, religieuse. Oui, ça, Ouais. ouais, c'est vrai. Et, et ça, c'était quelque chose qui me parlait aussi à moi parce que je le mentionne dans l'introduction, mais quand j'étais jeune, j'étais terrifiée à l'idée de devoir me marier et de devenir euh, mère de quatre enfants. J'ai une famille catholique assez traditionnelle et du coup, j'avais dit que je deviendrais religieuse parce que c'était la seule voie que je voyais possible.
Aujourd'hui, je suis mariée depuis presque 10 ans, on n'a pas d'enfant. Euh, bon, ça reste un sujet un peu tabou dans ma famille française, Ah parce oui. que je suis la seule mariée ouais, qui n'est pas d'enfant. J'ai beaucoup de cousins et de cousines. On a 3 à 5 mariages par an dans la famille. Donc, c'est une famille très, très élargie. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est le seul couple, ouais, on n'a pas à avoir d'enfants. Et ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a apparemment pas beaucoup de gens qui soient sans enfants, sans circonstances. C'est-à-dire que j'ai grandi en ne voyant jamais ça, sauf chez les femmes célibataires, Ah oui. dont certaines m'ont inspiré justement euh, des amis de ma maman, ou alors une amie de la famille avec qui on a grandi, qui était un peu comme une sorte de tante, enfin pas familiale, mais voilà. Dans notre relation, je suis encore en contact avec elle aujourd'hui, et elle, elle est américaine, et elle a vécu un peu toute cette phase hippie aux États-Unis. Elle vivait avec 5 chiens et puis 10 personnes dans une maison. Enfin, elle s'est mariée à 50 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Son mari, il avait des enfants d'un autre mariage, mais elle n'a jamais eu d'enfant et j'avais toujours trouvé sa vie juste passionnante. Mhm. Et c'était un peu le cas des autres femmes célibataires que je connaissais qui, pareil, jamais, enfin, qui, elles, n'avaient jamais été mariées, qui avaient poursuivi une dans tout ce qui était un peu filmographie, documentaire, dans les pays étrangers, et l'autre qui était très investie dans les arts, donc tout ce qui est l'opéra, la culture à Paris. Donc, évidemment, quand ces personnes-là étaient autour de moi et qu'elles parlaient de leur vie, je me disais, mais ça, c'est incroyable par rapport à, à ce que moi, je percevais de ce qu'aurait été ma vie si je me mariais et j'avais des enfants. Évidemment, j'ai une vision un peu plus Mm. nuancée aujourd'hui. Je pense que le féminisme a quand même encore fait des marques et continue à améliorer la condition des femmes, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer qui tentent de nous enlever euh, les choix et même de nous rabaisser par rapport à un statut, comment on dirait en français, au statut de notre utérus. Ouais. Euh, donc, voilà, ça reste un sujet qui est très, très moderne, même si moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté historique pour un peu montrer, bah, vous voyez, en fait, c'est pas récent, c'est pas un phénomène récent. Les femmes qui sont dans mon livre, leur histoire a quand même survécu des centaines d'années, voire des milliers d'années, sachant que justement l'histoire des femmes est souvent effacée, donc c'est vrai qu'elles ont fait une marque très spécifique sur l'histoire. Et il y a sûrement beaucoup plus de femmes qui étaient dans leur cas, dont on n'a juste pas vraiment de preuves écrites. C'est vrai que il faut lire des choses écrites, des lettres, des livres, donc il faut souvent des femmes qui ont marqué l'histoire par leur littérature, leur art ou euh, qu'elles étaient dans le cercle un peu intellectuel. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un biais dans ce sens-là. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est juste que ça, voilà, les femmes sans enfants et célibataires ont toujours existé, ont changé l'histoire, Mm. continuent d'exister et ont existé dans toutes les cultures, enfin, j'ai essayé de prendre autant de cultures, d'ethnicité, de religions que je pouvais Ah pour oui. vraiment montrer que voilà, c'est pas rare, c'est pas cette idée qu'on a enfin, que les médias ont de la femme aigrie, Ouais. qui, que personne n'aime, qui meurt seule avec ses chats. Ouais. Ces femmes-là, enfin, ouais, elles ont, enfin, en fait, c'est un peu une source d'inspiration pour moi et c'est aussi pour pouvoir dire aux autres, voilà, on n'est pas, vous êtes pas la seule. Il y a vraiment une longue histoire de femmes qui finalement, sans être mères, sont un peu euh, nos ascendantes en fait. Et dis-moi, Euh, je sais que dans ton livre, il y a des illustrations. Est-ce que c'est toi qui as fait aussi les illustrations, en plus de faire la recherche derrière oui. écrire le livre, évidemment? Oui, alors l'illustration, c'est probablement ce que je préfère. C'est vrai qu'en fait, la recherche, l'écriture, c'était vraiment pour pouvoir appuyer. Donc j'ai une copie là, donc je vais te le montrer rapidement. Ça, c'est la couverture, donc bon, elle est visible en ligne. Et ce que je voulais faire, c'était, comme beaucoup de ces femmes n'ont pas forcément de portrait existant, ou alors un portrait qui n'est pas forcément basé qui a été fait des centaines d'années plus tard, je me suis dit, autant essayer au plus possible
de les représenter telles qu'elles auraient pu être. Ah, Euh, du coup, c'est vrai que l'illustration, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur pour pouvoir souvent, autant que possible, les montrer, notamment où ça se voit pas très bien à l'écran, mais souriantes, confidantes, enfin, sûres d'elles-mêmes et pas. dis en C'est anglais, ça, tu veux dire. voilà. Mhm. Oui, c'est super. Est-ce que c'est ton métier d'être une illustratrice? Pas vraiment. J'aurais bien aimé. Je suis plutôt infographiste. C'est un peu juste en dessous. Donc je mets en page les PowerPoint et les sites web et voilà, les informations pour différentes sociétés, mais je suis pas illustratrice au quotidien. J'espère pouvoir continuer si jamais je fais un deuxième livre, que ce soit pareil, qu'il y ait quand même pas mal d'illustrations, parce que c'est vrai que c'est la partie c'est une partie qui me motive personnellement. C'est un creative outlet pour moi. Mais ouais, non, je suis, on va dire, infographiste, communication digitale au quotidien. Puis avant qu'on enregistre, on discutait, puis je te parlais du fait que je publiais des citations de femmes connues sans enfants. Puis je te disais que j'avais réalisé qu'il fallait faire beaucoup de recherches pour s'assurer d'avoir les informations exactes et pour trouver même des informations sur est-ce que certaines femmes ont eu des enfants ou pas, est-ce qu'elles ont été mariées ou pas. C'est pas toujours évident de trouver des informations sur ce sujet-là. Est-ce que ça a été beaucoup de recherches pour toi pour arriver à trouver, à identifier ces femmes-là? Euh, est-ce qu'il y a Oui, ouais. des raccourcis que tu as trouvés qui t'ont aidé? Ah, ça, c'est une bonne question. Je dirais que les raccourcis, pour moi, existaient, on va dire, peut-être quand la personne était suffisamment célèbre. Je prends l'exemple, hein, Jane Austen, l'auteur, que voilà, on le sait, enfin, c'est assez vite, on trouve les informations. Mais comme moi, ce que je voulais, c'était vraiment voir si je pouvais trouver, pas seulement si elles avaient eu des enfants, mais peut-être si elles avaient exprimé quelque part dans une autobiographie, dans un entretien, dans une lettre qu'elles ont écrite à quelqu'un, si elles avaient écrit quelque part des raisons qui ont peut-être motivé leur choix de vie. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est pas la partie qui intéresse le plus les personnes qui écrivent les biographies, on va dire, qui s'intéressent plus aux achievements, à ce que ces personnes ont réalisé, ce qui est normal. Mais Ouais. du coup, en fait, c'est vrai que mon, mon livre est un peu light sur tout ce qui est la partie, la vie de la personne, parce que je me concentre vraiment sur essayer de voir si justement elles ont mentionné ou quelque chose. Le plus je pouvais trouver de citations directes, le plus j'étais heureuse. Ah, Et c'est souvent, ça demandait de lire les autobiographies quand elles existent. Ouais, donc ça, c'est vraiment le travail. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on voilà, on apprend vraiment beaucoup sur la personne. J'ai l'impression de faire un résumé de 5 lignes, mais c'est en fait c'est un peu un choix qui a été fait notamment d'avoir parce qu'on a les illustrations de pas avoir un texte trop lourd. La première version que j'avais écrite était très académique, on va dire, il y avait vraiment tout un regard sur le contexte historique de chaque culture, mais c'était trop lourd pour la personne lambda à lire. Mhm. Donc, mon agent et la maison d'édition me dit, est-ce qu'on peut faire une version qui soit un peu plus approchable pour le grand public, sans qu'ils aient l'impression ouais, de se retrouver à l'école en histoire géo. Mais oui. Donc, c'est la version que tu as entre les mains, là, dont tu parles. C'est Euh, ça. je t'en ai pas parlé avant, mais j'ai le goût de te lancer un petit défi. J'aimerais ça. euh, Est-ce que tu pourrais choisir parmi toutes les femmes dont tu parles dans le livre, celle dont la trajectoire a été pour toi la plus étonnante ou la plus inspirante? Et est-ce que tu pourrais nous lire le texte que tu écrit, Oui, qui est bien sûr. si c'est pas trop Je vais long? juste- Euh, Non, elles sont pas trop longues. J'aime Ce bien. sera en anglais. Euh, J'aime bien. C'est une des premières femmes que j'ai trouvées, euh, qui s'appelle.
J'espère que je vais pas me tromper sur la prononciation du nom parce que c'est pas comme j'ai tout écrit, je connais pas forcément la prononciation exacte. Oui, je comprends. Donc cette femme-là, Oui. oh, c'est un peu flou, Walada bint al-Mustakfi. Et donc elle était une princesse en Andalousie, donc la partie de l'Espagne qui était sous le contrôle de l'Empire musulman au Moyen Âge. Et en fait, donc elle a grandi euh, en Andalousie et à Cordoba. Cordoue, en français, je crois on dit. Donc au sud un peu de l'Espagne. Et ce que je trouve hyper intéressant de cette histoire, c'est que justement, elle est née avant l'an 1000. Mhm. Donc pour moi, c'est assez rare de trouver des femmes qui sont avant même au début du Moyen Âge. J'ai beaucoup de femmes du 20e, du 19e siècle, et plus on s'éloigne, plus j'ai des difficultés à trouver. Et donc cette femme-ci, elle était princesse, donc ça lui a fait un peu quand même de privilège. Mais je trouve ça très intéressant que voilà, dans l'an environ 1000, qu'elle qu'elle exprime si librement des choix qui, ont traversé l'âge. Je vais te lire le Oui. texte, mais on sent dans l'histoire même qui a été partagée au fil des siècles, on sent encore her boldness, Ah, vraiment son audace, son audace. ouais, son Oui, audace, merci. ça fait Ok, donc j'ai sous-intitulé le nom de son histoire, je l'ai intitulé Free-Spirited Al-Andalus Princess and Poet. wow. Walada was a literary figure of Al-Andalus, the Muslim-ruled region of Spain in the Middle Ages. To our modern eye, she exemplifies the ability to exercise autonomy and agency in an environment dictated by strict gender roles. Raised in Cordoba, the multicultural and intellectual capital of Al-Andalus, Walada bint al-Mustakfi was the daughter of Muhammad III, who briefly served as Caliph of Cordoba from 1021 to 1025 during a politically tumultuous time, which you can see because he only served during 1 year. But she was still of a very high rank. After his death in the year 1025, as the only heir, she inherited all of her father's fortune, which again is not always the case in all cultures. Some Wow. cultures or um, tribes or nations or legal system had women excluded from inheritance. So she inherited the fortune and she had the privilege. Wow. Of noble birth, educated, eloquent, and wealthy, Al-Mustakfi established her own literary salon where she welcomed men and women without any physical separation, which again is something that seems very modern given that the gender roles at the time, especially in Islam, were having a very physical separation of men and women. So not only did she have a salon with literary people, there were men and women in the same space, and she was unmarried. So it's like it's Wow. starting to feel very modern already, in my opinion. Mhm. An independent spirit, she rebelled against most social conventions of the time. She walked around freely, rather than being confined inside, as was expected of upper-class women, refused to wear a veil, and rejected marriage. She was able to defy traditional norms so openly because of her high-ranking social status and privilege. So this is not unique to the culture of Andalus at the time. Women who were of other classes were often expected to be in the home, you know, Oui. and to cover their hair. And so I'm saying she's not wearing a veil. It means she doesn't have a full covering. I represented her actually with uh, a beaded, it's hard to see, a beaded hair, kind of hair net like Yes. decorative because still at least from everything I've read just the practicalities of keeping your hair clean through until recently has often been for women to wear at least a piece of covering to keep it out of the mess even in all countries it's just very common
But she still defied, the traditionalist ideas that existed at the time. Um, again, she was born in 994, so before the year 1000. Confident and strong-willed, she even embroidered on her clothes positive affirmations that were visible to everyone as she walked by. And Wow. this is from biographies of the time, which were um, translated. I found translations from scholars who are more recent who translated them in English. So thank you to their work. So on one shoulder, she bore the following demonstration of self-esteem. I am, by Allah, fit for high positions and am going my way with pride. While on the other, she boldly displayed her passionate nature with this statement, I allow my lover to kiss my cheek and bestow my kisses on him who craves it. So, Donc, elle again, elle brodait, tu sais, pour le dire en français, elle a brodé des mots, des oui, paroles qui la faisaient sentir forte et comme des affirmations de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle portait. d'indépendance, de se dire, euh, je me sens comme avoir le droit d'être dans des positions de haut niveau et d'un autre côté, même l'idée de me parler un peu d'avoir un amour, un par amour, de baiser, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui normales, mais à l'époque, mais Pas du inimaginables. pas du- Euh, Et elle et crée donc, un espace aussi dont tu parlais en anglais, là, mais oui, donc, elle a créé un salon littéraire et pour moi, je pensais que les salons littéraires, c'était plutôt le 17e, 18e siècle. Je pense à la France, juste avant la Révolution, aux différents salons. Donc, j'étais très surprise de voir elle avait son propre salon, ce qui signifie qu'elle était donc quand même très ancrée dans ce milieu intellectuel de haut niveau, respectée aussi par les hommes qui étaient en sa présence, parce que son salon littéraire accueillait à la fois des hommes et des femmes, sans séparation physique, oui, donc quelque chose de comme très moderne. Et l'autre chose que je disais, c'était que oui, elle, les femmes généralement qui sont de classe supérieure, et ça on le trouve à travers l'Europe, étaient généralement censées rester plutôt à l'intérieur. C'est les femmes plutôt c'est les femmes qui travaillent qui vont dehors. Et donc elle ne restait pas confinée dans les beaux lieux dans lesquels elle habitait. Elle marchait autour de la ville, notamment avec apparemment sa cape en fait avec des brodés avec ses affirmations. Donc je pense que c'était assez pas flashy, mais en tout cas, si c'est peut-être. biographe, si c'est factuel, c'est très ouvert, voilà, comme présentation d'elle-même. C'est ça. Et elle c'est noté dans beaucoup de biographies qu'elle rejetait l'idée de mariage, mais des affirmations mentionne un peu cette idée euh, d'avoir un amour, un amoureux, de baiser. Donc, ça, c'est jamais explicite, mais il y a un peu cette implication qu'elle n'était pas forcément euh, celibate. Elle n'était pas forcément, ouais, elle n'était pas forcément, comment dire, sans relation. Ah, OK, je Euh, comprends ce que tu veux dire. Ouais. mais bon, tout ça, c'est très, ils sont jamais explicites là-dessus parce qu'il y a bien sûr toutes ces biographies datent de l'époque de laquelle elle vivait, donc c'est écrit d'une façon de respecter son honneur. Ouais. Mais quand même, on voit à travers les lignes c'était un sacré caractère. Et ce que je disais juste à la fin de mon paragraphe, c'était que il y a un historien algérien, euh, Ahmed Mohamed Al-Makari, qui a vécu au XVIe siècle, qui a écrit that she was unique in her time, endowed with gracious speech, lavishly praised. Et donc ça, c'est déjà presque 500 ans après sa vie. C'est ça encore qui est écrit par un homme historien d'une Ah, femme qui n'est pas restée célibataire par choix religieux et qui en plus elle ne respectait pas forcément les règles sociales ah, telles qu'on l'attendait. c'est hot, c'est juste ça qui me vient en tête. Je trouve ça, on dirait que de lire, de t'entendre lire ça,
it's empowering. Ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Ça fait, OK, ça fait longtemps qu'il y a des femmes qui s'assument dans ça, dans ce non-désir, ou d'enfants, ou qui ont été peut-être même confrontés, là, parfois au deuil de la maternité, mais qui se sont accomplis. Et ça n'a pas passé par la voie traditionnelle ou conformiste d'avoir un enfant. Donc, ça fait du bien d'entendre en tout cas cette histoire. Puis j'imagine les autres histoires de femmes que tu mets en lumière dans ton livre. Je trouve ça vraiment important, ce que tu fais. Je veux te le dire. Merci. C'est Il y a beaucoup de femmes qui sont justement, il y a tout un chapitre qui est vraiment sur les femmes qui ont choisi de rester célibataires parce qu'elles sont passionnées par justement les arts, euh, la littérature, quelque chose qui est créatif et qui prend tellement de temps qu'elles n'ont pas le temps de faire autre chose. Euh, mais il y a aussi ce chapitre-là, c'est sur, je crois qu'elle fait partie du chapitre des femmes. C'est quoi le chapitre, dis-toi? Euh, C'était... Ah oui, titre très simple, mais Define Traditional Gender Norms Throughout Ancient History. Donc le premier chapitre, en fait, il est lié à des femmes qui sont, on va dire, la dernière, elle était vivante au Moyen Âge, c'est Hildegarde de Bingen. Mais la première, c'est de l'Inde très très ancienne, védique, de l'époque védique, c'est, je crois, il y a même plus de 8 000 ans. Donc c'était d'essayer, comme j'ai très peu de biographies sur ces femmes-là, je les ai regroupées dans un chapitre juste pour montrer, voilà, on va dire avant l'an 1000, il y avait quand même ces histoires qui ont survécu. Et c'est pareil, c'est souvent des histoires où ces femmes sont quand même, euh, elles ont une certaine audace de s'affirmer dans un système qui est très patriarcal. Une audace que même moi j'ai l'impression de ne pas avoir alors que je suis pas du tout confrontée au même niveau de de restrictions sociétales, quoi. Donc moi, ça m'impressionne beaucoup, oui. qu'elles ont réussi à faire ça à leur époque, malgré les pressions qu'elles ont dû avoir forcément, parce que ils le disent pas dans les biographies, mais étant donné que je n'ai jamais rencontré une femme qui n'ait pas été sous pression de se marier ou de se marier et d'avoir des enfants, j'imagine bien que toutes ces femmes elles ont eu les mêmes questions qu'on nous pose aujourd'hui. Et ça soulève, je trouve, la question. Souvent, j'entends des femmes, entre autres des femmes qui font le deuil, mais qu'est-ce que je vais faire pour pallier ou pour combler ce vide ou ce manque d'enfants? Dans le cas des femmes dont tu parles, c'est comme si leur vie, elle a pris une toute autre direction. Il n'y avait pas d'enfants dedans, puis elles se sont épanouies. Donc, tu sais, je trouve que ça amène Ouais. de l'espoir aussi à ces femmes qui peut-être pour l'instant sont dans le creux du deuil de la maternité et se disent, ben, comment je vais pouvoir m'épanouir? Est-ce que ma vie va avoir un sens? Comment retrouver du sens? Puis, quand on est dans cette quête-là, souvent, on est aussi en recherche de modèles. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a motivé l'écriture pour moi du livre, c'est la recherche de d'autres femmes dont je peux lire l'histoire et m'inspirer parce que je me considère, comme je disais, je suis loin d'être aussi affermie dans mes choix publiquement. C'est très difficile pour moi d'être en public et de dire je ne veux pas d'enfant. Généralement, je dis non, on n'a pas d'enfant. On passe à la question Arrête suivante. ça, Euh, ouais. et quand on parle de... C'est vrai que certaines de ces femmes, elles ont eu un peu moins de choix, on va dire. Par exemple, je parle de Hildegarde de Bingen. Elle a été mise au couvent quand elle était une jeune enfant. Enfin, pas exactement au couvent, mais elle a été mise
sous la tutelle d'une jeune femme qui est entrée au couvent. Du coup, elle est entrée au couvent à 14 ans, elle a fait ses vœux. Donc, en fait, elle n'a pas vraiment eu ce choix au sens où on l'entend. Mhm. Mais elle a développé un tel, un peu un esprit féministe qui a un peu bouleversé justement la théologie de son époque, au sens où elle a dit, bah écoutez, moi je suis religieuse, du coup, si je suis religieuse, c'est que la parole de Dieu passe par moi, du coup, il faut m'écouter. C'est un peu un raccourci, très raccourci de ce qu'est d'un peu de... Elle avait des visions, elle était mystique, elle a aussi, c'était une des premières compositrices qu'on connaît de l'Europe occidentale, donc elle a une vie incroyable sans avoir forcément ce choix de vraiment de rentrer au couvent en tant qu'adulte. Il y a parfois aussi des femmes qui sont de lignée royale, donc pareil, pour peut-être des raisons de dynastie, on leur demandait on ne voulait pas qu'elles se marient pour que ça divise pas que ça crée pas plus de tensions politiques. Et c'est vrai que c'est toujours, on n'a pas forcément les informations quand les femmes sont en deuil de maternité, Mhm. euh, parce Ouais. que c'est quelque chose qui est tellement privé que je pense que c'est un sujet qu'on commence à peine à toucher au sens large dans la société aujourd'hui. J'en Ouais. entends souvent parler, enfin pas souvent. Je commence à en entendre parler de femmes qui ont des enfants qui parle de fausses couches, d'infertilité secondaire. Mais c'est Ouais. encore, je pense, c'est même pas tabou, c'est juste un sujet qui n'est pas discuté. Qu'est-ce, On entend pas. quid des femmes sans enfants Ouais. du tout, par circonstance, ou qui souhaitent en avoir et qui n'en ont pas. Et c'est vrai que sans, sans forcer les gens dans une ligne de vie, c'est vrai qu'il y a toujours cette pression de qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Et bon, c'est vrai que si vous avez des envies de création, c'est un peu plus facile de se donner à fond dans tout ce qui est la musique, le littéraire, l'art, Mm. ou l'aide aux autres, le bénévolat au sens, on va dire au sens large. Je pense par exemple, justement, j'allais mentionner Jeanne Mans est dans mon livre. Donc, Mm. elle a été, je crois qu'elle est considérée comme cofondatrice de Montréal. Et elle a survécu en France à travers différentes, comment on dit, différentes plagues, des famines et tout ça. Enfin, elle a vécu beaucoup de souffrances dans cette époque médiévale un peu de France où il y avait beaucoup de difficultés. Elle est partie dans le New France, donc ce qui est maintenant le Canada, et elle Ouais. faisait des allers-retours pour lever des fonds. Et elle n'était pas religieuse, ce qui était généralement il y avait deux voies jusqu'au XVIIe siècle, il y avait deux voies pour les femmes françaises, c'est religieuse ou mariée. Donc elle Mhm. était ni mariée ni religieuse, mais elle était en fait un peu... souvent, elle est intitulée Hospital Administrator parce qu'elle Mm. a levé des fonds pour créer un des premiers, enfin le premier hôpital, je crois, de Montréal. Et tout ça, voilà, une femme célibataire qui faisait des allers-retours de l'Atlantique, hein, quelque chose qui quand même devait prendre 6 à 8 semaines, j'imagine, Et- dans un sens. Donc elle a ouais. fait ça 4 ou 5 fois dans sa vie. Elle a vraiment dédié sa vie à cette... c'est une mission, en fait, mais qui était, voilà, qui était pas force, enfin, qui C'est était de... humanitaire. Ouais, Hein? ouais. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que la mission qu'on décide d'avoir ou pas, ou ce qu'on décide de faire de sa vie, ça peut être de tout. Il y a des femmes qui sont militantes, il y a des femmes qui sont, et je dirais même, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont pas, qui n'ont pas forcément des envies de grandeur. Exact. Euh, Ça aussi, c'est OK. Puis parce que oui, souvent, on entend ça, les femmes le portent à l'intérieur d'elles. Il faut absolument elles ont l'impression qu'il faut qu'elles accomplissent quelque chose de spectaculaire là, pour se sentir accomplies, mais non, ça peut être de simplement vivre sa vie, puis être satisfaite de sa vie, quel que soit ce qu'on en fait. Ça n'a pas besoin ouais. d'être visible aux yeux de plein de gens, puis ça peut être super satisfaisant aussi comme existence, là. C'est pas une performance, là. Oui, c'est sûr. Et même encore à nouveau, si je pense un peu aux femmes que j'ai dans le livre, qui à nouveau sont toutes des femmes qui ont marqué l'histoire. Voilà. Donc mais c'est pas un but qu'on doit s'astreindre à nous-mêmes. Mais je pense, j'ai un chapitre qui est dédié aux femmes qui ont
créer leur propre communauté. Je dis ça. Donc, en fait, je pense à Margaretha Forten, qui est pas forcément. Elle est plutôt en petite note en bas de page dans les œuvres historiques, mais elle a beaucoup contribué, en fait, en étant professeure euh, aux enfants auxquels to whom she was teaching, mais aussi dans tout ce qui était le mouvement féministe et anti-aboli et abolitionniste, pas anti le féministe et abolitionniste de l'époque des années 1830 aux États-Unis. Elle est toujours là. Elle a influencé ses nièces, donc les filles de ses frères et sœurs, euh, et leurs amis. Enfin, c'est assez intéressant de pouvoir voir aussi que, voilà, on n'a pas tous les détails parce que c'est quand même une histoire qui a 200 ans, mais toutes ces femmes ont aussi eu des influences sur d'autres femmes qui ne sont pas leur fille ou leur fils, en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir un peu cette idée. Il y a une des femmes dont je parle, Madeleine de Scudéry, qui avait un salon littéraire en France. Le salon, c'était un des, le premier, on va dire, enfin, le plus populaire. Elle a eu comment dire, un peu une apprentie, qui Oui, est une jeune femme, elle a pris sous son aile, qui a repris le salon plus tard. Et donc, tout ça, c'est des choses qui je sais qu'il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on laisse comme oui, héritage, entre guillemets. oui, Et en oui, fait, c'est très possible d'avoir cette influence sur oui. tellement de gens différents qui ne Ben sont oui, pas... ça nous aide à sortir du carcan traditionnel de le legs passe absolument par avoir un lien de sang avec une autre personne, alors qu'on peut léguer de ce qu'on est à partir de ce qu'on donne à l'autre, la présence qu'on a, l'écoute qu'on lui donne, ce qu'on lui enseigne, ce qu'on partage. En fait, c'est ça le legs ultime, c'est le partage de soi, de ce qu'on porte avec d'autres êtres humains. Ça passe pas nécessairement pour tout le monde par un lien de sang, mais en fait, il nous appartient à nous de prendre en charge cette possibilité de créer des liens avec d'autres humains, mais en dehors un peu des sentiers battus de la maternité biologique. Donc, c'est ça que ça met de l'avant aussi, que c'est pas moins, que c'est aussi valable, c'est juste une autre voie qui est tellement importante d'explorer quand on est sans enfant, que ce soit notre choix ou non. Donc, Oui, écoute, on arrive à la fin de notre rencontre. C'était vraiment passionnant d'entendre nous parler de ton livre. J'aurais passé encore plusieurs minutes en ta compagnie. c'est gentil. Moi, C'est je te gentil. remercie. Si je pouvais mentionner une dernière chose, c'est que il y a les études statistiques qui ont été faites sur l'histoire médiévale et moderne d'Europe. Et le pourcentage de femmes célibataires, même après 40 ans, a toujours tourné, en tout cas en Europe occidentale, entre 10 et 20%. Ce qui est quand même très intéressant parce que ça veut dire que, donc, si on ajoute aux femmes célibataires les femmes mariées qui étaient en situation d'infertilité pour raison quelconque, statistiquement, il doit quand même y avoir un certain nombre de femmes sans enfants. C'est juste que voilà, on a l'impression que tout le monde, enfin, on a l'impression que c'est qu'on est toujours le seul ou la seule dans son entourage, enfin, souvent. Et en fait, même, voilà, statistiquement, c'est pas le cas. Même si on le sait pas forcément, c'est juste, ouais, c'est Ouais, la je me société structure. rappelle, parce que c'est vrai que on peut souvent se sentir, ben, étant une femme célibataire et pas mariée, oui. Des fois, on porte une impression d'être un peu la seule mais finalement, c'est juste que les gens en parlent pas tant que ça, parce qu'il y a cette notion de, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur quelque chose que j'ai pas? Ben, en fait, ou que je vis Hmm. pas. Mais c'est parce que le fait de pas le vivre, ça laisse de la place à autre chose. Mais Oui. c'est ça dont on veut entendre parler. Puis c'est ça, je trouve, que ton livre semble avoir réussi à mettre de l'avant. Donc, j'ai juste hâte de le lire. C'est ça que ça m'a donné. Ça m'a donné le goût de C'est ton livre. Puis on va, en terminant, je voulais dire qu'on va en faire tirer une copie. Donc, on va lancer sous peu là,
dans la foulée de l'entrevue un petit concours pour vous permettre de gagner une copie papier, là, une vraie, là, pas, donc, merci Emma pour ta générosité. Merci d'être venue à ma rencontre aujourd'hui. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir de enfin pouvoir te rencontrer. Puis j'ai goût de te dire, de nous dire à bientôt. Merci à toi aussi, Catherine Emmanuel, de m'avoir permis de parler de tout ce sujet des FSE. Et merci. Merci.